Nous avons vu que les trois accords Sykes-Picot en 1916, Déclaration de Balfour en 1917 et le traité de Sèvres en 1920 avaient été ressentis comme une véritable trahison par le monde arabe. Et alors que le couple franco-anglais avait promis à la famille des Hachémites qu'en échange de leur aide dans la lutte contre l'Empire ottoman, ils obtiendraient, dès la fin de la Première Guerre mondiale, un État arabe indépendant comprenant la plus grande partie du Proche-Orient. Il faut rappeler que la famille des Hachémites était une des familles les plus respectées, car ses membres descendent en droite ligne de Mahomet. Et trahir cette famille revenait à trahir l'ensemble du monde arabe. Tout compte fait, et au mépris de leurs promesses, les deux empires coloniaux de l'époque se sont non seulement partagé le Proche-Orient, mais en plus, ils ont exilé Faysal, leur ancien allié, qui pensait naïvement que cette région lui revenait de plein droit, selon leurs accords. Et il a eu le culot de s'opposer à ce partage. Je ne parlerai pas des promesses d'un État faites au peuple kurde et qui, en définitive, vit son espace vital séparé en 5, répartis entre la Syrie, l'Irak, la Turquie, l'Iran et une toute petite partie en Arménie. وجهل أمي ما وبسمتها بالدنيا ما بدلها قطع قلبي مدمعتها شفت الصحراء ورملتها شفت البلدان بجملتها ونسيت حنين قبلتها ودارت ليا وما فات غرام ودارت ليا وما فات ندام قلب الميمة أما يبدل سلام. Je ne parlerai pas non plus de Madame Gertrude Bell, analyste politique, espionne et fonctionnaire britannique, une soi-disant spécialiste de la région qui, après avoir créé l'Irak, a grenouillé pour installer à la tête de ce pays la famille hachémite, que l'Angleterre, nous l'avons vu, avait précédemment exilé son représentant Faysal. Elle pensait qu'une famille royale aussi importante pourrait assurer ce rôle. Or, Faysal n'avait aucun appui pour diriger l'Irak, car venant de l'Arabie saoudite, étranger à cette région, et avec l'appui d'une caste sunnite, militant pour un panarabisme dans une région à majorité chiite. Cela n'a fait que raviver les tensions ancestrales entre les chiites et les sunnites. Alors dans un Irak déjà bien divisé, mais qui malgré quelques révoltes ne fera pas de grosses vagues, car il fut maintenu sous une chape de plomb pendant toutes ces années, comme en Syrie, par une dictature marxiste imposée par le parti Baas. Le renversement de Saddam Hussein, puis le départ des Américains en 2011, plongera l'Irak dans un chaos, laissant les sunnites et les chiites à leur vieille querelle. Cette situation favorisera l'implantation en Irak de l'État islamique d'obédience sunnite. وجهل أمي ما وبسمتها بالدنيا ما بدلها قطع قلبي مدمعتها
ودارت الايام وما فات غرام ودارت الايام وما فات ندام قلب النيمة اما يبدل صلاة. C'est dans ce contexte que va naître les courants modernes de l'islam sunnite, et contrairement à la manière dont certains veulent bien nous présenter la situation des rapports entre l'Occident et l'islam, ce n'est ni une guerre de religion, ni une guerre de civilisation. C'est avant tout la confrontation interne au sein du monde musulman sunnite, entre les différents courants, qui tout en prenant leurs racines aux origines de l'islam, sont nés au début du XXe siècle, et dont l'objectif était de sortir le monde arabo-musulman de la torpeur dans laquelle il était tombé depuis le XVIe siècle. Cette époque marqua en effet le long processus du déclin de l'influence de la civilisation islamique, accentué par la colonisation occidentale de leur territoire, et qui aboutit à la chute de l'Empire ottoman et à la création de toutes pièces des pays du Proche-Orient moderne, entérinés par la signature du traité de Sèvres, juste après la Première Guerre mondiale. C'est pendant cette période de l'entre-deux-guerres que la situation géopolitique mondiale va prendre un tournant. Les deux anciens empires coloniaux, pour installer leur pouvoir sur les pays nouvellement colonisés, ont imposé leur mode de vie occidental et favorisé l'émergence d'une petite bourgeoisie locale se reposant bien souvent en majorité sur des familles sunnites, renforçant une fois de plus les tensions entre les chiites et les sunnites. Ils ont aussi mis en place au pouvoir des hommes de paille qui se sont révélés incapables de remplir le rôle qui leur avait été attribué. En effet, des dirigeants parachutés, étrangers à cette région et n'ayant aucun appui au sein de la population, ne pourront pas éviter les révoltes successives des peuples, qui seront réprimées dans la violence par la France et l'Angleterre. Mais ayant été défaits pendant les deux guerres mondiales, ne paraissant plus invincibles, la France et l'Angleterre perdaient progressivement leur prépondérance aux yeux de ces pays. Ainsi, l'image ternie par une grandeur perdue a fait germer des velléités d'indépendance et qui n'ont pas tardé à s'exprimer au prix de révoltes, de prise de pouvoir et de nationalisation de leurs richesses, après la Seconde Guerre mondiale. شفت الصحراء ورملتها شفت البلدان بجملتها ونسيت حنين قبلتها ودارت الايام وما فات غرام ودارت الايام وما فات ندام. Cependant, ces espoirs d'indépendance ont été nourris dans un islam sunnite par des courants de pensée prônant le retour à un islam pur, débarrassé de la décadence du mode de vie occidental. Pourtant, nous le verrons plus tard, un de ces courants se réclamera d'une certaine laïcité, d'obédience marxiste, tout en conservant l'islam comme religion très présente dans la vie quotidienne. Et nous le verrons plus loin, le chiisme, quant à lui, en Iran, sous l'emprise du Shah et des Américains, se révoltera avec l'ayatollah Khomeini en 1979. Ce qui mettra au grand jour, sur la scène internationale, la querelle entre les sunnites et les chiites, jusque-là cantonnée à des rivalités internes dans ces différents pays. وجهل أمي ما وبسمتها بالدنيا ما بدلها انقطع قلبي مدمعتها شفت الصحراء ورملتها شفت البلدان بجملتها ونسيت حنين قبلتها ودارت الايام وما فات غرام
قلب النيمة أما يبدل صلاة قلب النيمة أما يبدل صلاة غلبت الفرسان برمتها لاني الزمان واشتقت لها شفت العيان تسولها. Pour autant, si ces courants modernes de l'islam sunnite se sont construits en opposition à l'influence de l'Occident, ils se sont avant tout opposés entre eux dans une lutte perpétuelle afin de s'assurer de la prépondérance de leurs idées dans le Proche-Orient. Les pays occidentaux en ont continuellement joué, entraînant une vision politique à court terme, motivée par des intérêts économiques et géopolitiques au détriment des populations régionales. Et dans la droite ligne de la culture de ces pays arabes, des alliances du moment pouvaient se retourner rapidement et ont entraîné de la part des pays occidentaux ces mêmes retournements et qui à leur tour ont augmenté la méfiance du monde musulman envers les pays occidentaux. Le système s'est ainsi auto-alimenté. C'est l'arroseur arrosé. Il était plus facile de déceler la trahison chez le voisin occidental plutôt que chez soi. Quoi qu'il en soit, arabe ou occidental, l'homme ne résiste pas aux errances de la tentation du pouvoir. Et la création des frontières dans ce Proche-Orient, à la signature du traité de Sèvres, a engendré des rivalités permanentes entre ces courants de l'islam, accentuées par des politiques occidentales quelque peu incohérentes, dont l'objectif premier était d'assurer l'approvisionnement en matières premières afin d'alimenter l'ère industrielle naissante. C'est donc au début du XXe siècle, dans ce contexte, que deux des trois principaux courants du monde musulman sunnite verront le jour et réactivera le wahhabisme.